Donc il y a plusieurs types de sanctions qui ont été imposées à la Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Le premier type de sanctions, ce sont des sanctions financières, c'est-à-dire des sanctions que l'on impose aux actifs financiers que détiennent alors soit des oligarques, soit des entreprises russes, soit la Banque centrale russe ou le Fonds souverain russe. On a saisi des actifs, ça veut dire qu'à un moment donné, la Russie, les Russes ne peuvent plus profiter des réserves et de l'argent qu'ils avaient déposé dans des comptes à l'étranger. Donc ça, c'est un élément extrêmement important puisque ces sanctions, on le voit, font que la Banque centrale, par exemple, pour illustrer par un exemple, la Banque centrale russe qui dispose pourtant on estime à peu près à 630 milliards de réserves, que ce soit en or, en dollars, en euros ou en yuan, de réserves de valeur, d'argent, risque de ne pas pouvoir rembourser des crédits ou assurer ses échéances dans les semaines qui viennent puisqu'elle ne peut plus accéder à ses avoirs à l'étranger. Donc ça, c'est le premier, c'est les sanctions financières. On a imposé ensuite des sanctions sur un certain nombre d'échanges et de biens commerciaux, dont en particulier des sanctions sur un certain nombre de technologies jugées critiques qui servent dans le secteur de l'aéronautique ou dans d'autres secteurs d'activité. Et l'objectif de ces sanctions, c'est d'empêcher les Russes et les entreprises russes dans le secteur des hautes technologies de continuer leur activité. Dans l'aéronautique, ce sont des avions qui ne pourront plus voler parce qu'on ne pourra pas assurer la maintenance ou de nouveaux avions qui ne pourront plus être produits. Et puis on voit aussi le lien avec la défense et les activités de défense puisque là on empêche au fond un certain nombre d'entreprises de poursuivre leur production. On atteint directement la chaîne de valeur d'entreprises que l'on juge stratégiques dans le cadre de ce conflit et de cette invasion de l'Ukraine. Donc ça, c'est le deuxième volet de sanctions. Et puis le troisième volet de sanctions, c'est les sanctions qu'on impose aux oligarques. Donc on gèle leurs avoirs, on l'a déjà dit, ça rejoint les sanctions financières, mais on confisque aussi momentanément leurs biens, leurs propriétés, leurs yachts, certaines de leurs voitures de luxe, détenues à l'étranger, bien évidemment, on ne peut pas intervenir sur le sol russe, en espérant qu'on les interdit de voyager, on les interdit de séjour, en espérant que ces sanctions les rendront tellement mécontents qu'ils iront faire pression sur Vladimir Poutine pour que Vladimir Poutine adoucisse sa position, en gros se retire, cesse sa guerre en fait, cesse sa guerre contre l'Ukraine. Alors je crois qu'on se trompe un petit peu sur les oligarques parce qu'il faut bien avoir en tête que parmi les oligarques, vous en avez une partie qui sont des fonctionnaires et des fonctionnaires russes et qui doivent probablement avoir un logiciel de pensée assez proche du logiciel du président russe et qui doivent percevoir ces sanctions comme une agression occidentale et ne pas comprendre pourquoi on se mêle ainsi de leurs affaires puisqu'ils trouvent relativement légitime l'opération qui est menée en Ukraine. Et puis vous avez une deuxième partie d'oligarques qui peut-être sont d'accord avec Vladimir Poutine, ça c'est difficile à dire, mais en tout cas dont la fortune a été permise parce qu'ils sont proches de Vladimir Poutine et dont la fortune dépend aujourd'hui du bon vouloir de Vladimir Poutine qui peut du jour au lendemain décider de les ruiner. Donc on imagine bien qu'ils ne vont pas être très allants à aller réclamer quelque changement que ce soit, qu'ils ne vont pas prendre le risque de fâcher le président russe. Enfin, on a également émis des sanctions sur les avions commerciaux en interdisant d'accès au ciel européen, américain des avions russes. Là, il est bien évident qu'on essaye d'empêcher les voyages, qu'on essaye d'empêcher les échanges et l'impact est difficilement calculable en fait sur la situation. Donc voilà ce que sont les différents types de sanctions. Les conséquences de ces sanctions, elles sont de plusieurs ordres, au même titre que les sanctions. Il y a les conséquences sur les oligarques et la partie relativement aisée, voire très aisée de la population russe. Effectivement, ça les empêche de vivre comme ils vivaient précédemment et on escompte que cela peut les mécontenter. On peut imaginer que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Il y a également l'impact des sanctions sur les populations des grandes
grandes villes. Et ce qui impacte probablement le plus sur la classe moyenne supérieure et la population des grandes villes, c'est la fermeture d'un certain nombre d'entreprises occidentales. Les McDonald's, Ikea, finalement, sont des personnes qui vivaient comme les Occidentaux et qui vont se trouver aujourd'hui en difficulté de faire pareil. Un certain nombre tentent de partir, de quitter la Russie. En plus, c'est une population qui avait une relative liberté de parole, qui était dans des milieux culturels, des milieux intellectuels, et qui très clairement se retrouve aujourd'hui privée de cette liberté. Donc encore une fois, une partie de cette population, on le voit, tous les jours, essaye de fuir, essaye de quitter la Russie, et puis une autre partie va attendre que ça passe. Il est clair que c'est probablement cette partie de la population-là qui va être le plus affectée dans son mode de vie. Même si c'est une population qui a un niveau de vie relativement aisé et qui survivra à cette crise. La grande majorité de la population russe subit de plein fouet les sanctions. On a vu, les sanctions, elles ont eu un effet immédiat sur la valeur du rouble. Or, la Russie est un pays qui dépend à 80% de ses importations de biens de consommation finale. Quand le rouble perd 25 ou 30% de sa valeur, ça valorise d'autant les importations, les produits étrangers qui prennent de fait tout de suite 20 à 30% de coûts en plus. Ajouter à ça une inflation qui était déjà relativement importante en Russie en 2020 et 2021, vous avez une situation qui peut devenir très très vite très compliquée pour une grande partie de la population russe. On estime que si le niveau de vie de la population russe dans les grandes villes est à peu près comparable au niveau de vie dans nos grandes villes européennes, on estime à l'inverse que les populations rurales russes sont encore très très pauvres. Donc bien évidemment avec une partie essentielle de leur budget qui passe à acheter de la nourriture voire à se loger et qui va être directement affectée. Et quand on affecte le budget alimentation, on touche aussi à un besoin vital et on peut très largement pénaliser cette population. Est-ce qu'on peut imaginer que cet effet inflationniste des sanctions va pousser la population à se révolter? Rien n'est moins sûr et la population russe ne nous a absolument pas habitués à ce type de révolte, sauf exception dans l'histoire de la Russie. Et c'est une population qui subit depuis des décennies des difficultés économiques, des contre-chocs et des contre-coups économiques, et qui pour autant a traversé ces périodes sans trop s'émouvoir de ces difficultés. Donc c'est difficile de savoir si ça va changer cette fois-ci, mais il y a fort à parier que ce ne sera pas le cas, surtout qu'il y a quand même toute une propagande qui est délivrée par le pouvoir en place en expliquant que c'est la faute des Occidentaux et que si le peuple russe souffre aujourd'hui, c'est parce que les Occidentaux ont décidé d'attaquer en fait la Russie et le peuple russe ont décidé de ruiner la Russie. Donc ça c'est un élément extrêmement important à prendre en compte parce que dans ce type de situation, on l'a vu par le passé dans les diverses crises qu'a traversé la Russie. On l'a vu encore de manière très marquée en 2014. La propagande permet dans chacune de ces crises au pouvoir en place de se renforcer. C'est vrai partout dans le monde, c'est particulièrement vrai en Russie. Et d'ailleurs, la cote de popularité de Vladimir Poutine a plutôt tendance à s'accroître ces derniers jours en Russie. Jusqu'à quand, c'est la question. Il est clair qu'aujourd'hui, dans le panel des sanctions qui ont été imposées à la Russie, il en manque une qui est fondamentale et qui peut vraiment faire basculer les choses en faveur d'un retrait russe d'Ukraine, c'est la sanction sur le gaz. Vladimir Poutine a souvent menacé les Occidentaux et au-delà des Occidentaux, quand il avait des différends avec un certain nombre de pays, dont l'Ukraine à une certaine époque, a souvent menacé de couper le robinet, de priver de gaz les pays à qui il vendait son gaz. Il n'a jamais mis
mis sa menace à exécution, et pour cause. Ces exportations de gaz rapportent énormément, alors à la Russie c'est une chose, mais également à l'État russe, c'est environ 45% des recettes pétrole et gaz qui reviennent dans les caisses de l'État. Donc aujourd'hui, on peut, en résumant un petit peu les choses, on peut clairement dire que ce sont les importations de gaz russe en Europe qui financent la guerre en Ukraine. Donc il est clair que si on parvenait à cesser ces importations, à mettre en place des alternatives à ces exportations de gaz, on pénaliserait lourdement non seulement la Russie, mais surtout l'État russe. Or, c'est l'État russe qui paye ses soldats en Ukraine. Donc ça, c'est un élément très important, probablement plus pour le gaz d'ailleurs que pour le pétrole, parce que le pétrole, si on ne le vend pas aux Européens, aux Américains ou autres, on le vendra à d'autres pays. C'est beaucoup plus compliqué, ça prendra des mois, voire des années, pour qu'on puisse vendre le gaz qui était destiné à l'Europe au reste du monde ou à la Chine. Les gazoducs qui vont de Russie à l'Europe ne peuvent pas aller ailleurs momentanément. On peut imaginer liquéfier le pétrole et le gaz et le vendre ailleurs, mais là aussi ça demande des infrastructures dont ne disposent pas suffisamment les Russes pour pouvoir assurer cela. Donc ce serait un coup véritablement très fort à l'encontre de cette guerre en Ukraine. Simplement, on voit bien les hésitations européennes, les Européens qui ont bien conscience de ça, parce que on a besoin de ce gaz russe, on a besoin de ce gaz russe au quotidien, et qu'au-delà, on a beaucoup parlé des économies de chauffage qui pourraient être faites dans les logements si on baissait d'1 degré, et ce type de mesures qui paraissent pas totalement insurmontables, mais très clairement, une pénurie de gaz, c'est aussi des entreprises qui vont s'arrêter de fonctionner, des usines qui vont s'arrêter de produire, et donc ça crée du chômage, ça crée une baisse de la production, enfin ça a des effets qui dépassent largement le seul confort des consommateurs européens. Donc c'est une question extrêmement difficile, même si ce serait véritablement la question. Pour tout le reste, c'est vrai que la Russie a non seulement mis en place depuis quelques années des moyens de contourner toute ou partie des sanctions, donc elle devrait arriver à gérer, malgré des conséquences économiques extrêmement fortes, les Russes devraient arriver à gérer l'impact de ces sanctions. Sur la question du défaut qui est évoqué, la possibilité que la Russie fasse défaut, alors soit l'État russe qui sont en incapacité de rembourser un de ses crédits à une de ses échéances de dette à un moment donné, soit des entreprises russes ou des banques russes qui fassent faillite, c'est une hypothèse tout à fait plausible et crédible. La question qui se pose, c'est de savoir quand. Sachant que la situation, la dernière fois que la Russie a fait défaut, l'État russe a fait défaut, c'était en 1998. À cette époque-là, la dette publique russe représentait 130% du PIB, et la Russie était vraiment dans une situation économique et financière extrêmement difficile. Donc ça reste un très mauvais souvenir, un véritable cauchemar pour les Russes qui n'ont pas du tout envie de faire défaut d'une manière ou d'une autre, mais on n'est pas tout à fait dans la même situation aujourd'hui, et on est d'ailleurs dans une situation relativement inédite où un pays qui dispose pourtant de ressources financières très importantes, abondé par des exportations, peut se retrouver aujourd'hui en incapacité de payer une échéance de sa dette parce qu'il n'a plus accès aux devises dans lesquelles il est supposé payer sa dette. Le défaut en tant que tel n'est pas évident parce qu'on peut imaginer un État russe qui négocie avec ses créanciers, qu'on attende un petit peu que la crise passe pour que les avoirs soient débloqués et qu'il puisse enfin rembourser sa dette. Par contre, on pourrait imaginer l'État russe qui décide de jouer son va-tout et de se déclarer en défaut, ne serait-ce qu'en proposant et en imposant de payer ses échéances en roubles par exemple, ce que ne veulent absolument pas les banquiers ou les investisseurs ou les personnes qui ont placé de l'argent dans la dette russe. Donc ça, si défaut il y a, ce sera probablement un choix politique, une décision politique plus qu'une réalité financière.